Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. La France, une fois de plus, va vivre pendant 2 jours à l'heure des vacances à l'occasion de ce week-end du 15 août. Un week-end qui pourtant sera cette année comme tous les autres puisque le 15 août tombe un samedi. Les responsables d'ailleurs n'ont pris à cet effet aucune disposition particulière. La SNCF par exemple n'alignera que 47 trains supplémentaires pendant ce week-end. Les compagnies aériennes, elles, n'augmenteront pas le mouvement de leurs appareils. Enfin sur la route, il n'y aura pas de plan prime vert ni d'opération émeraude. Une chose cependant reste à connaître, une inconnue de taille, vous allez le voir, je veux parler du temps, et à plus forte raison si vous avez l'intention de profiter à partir de ce soir de ces 2 jours de vacances. Pour savoir le temps qu'il va faire pendant ce week-end, je vous propose de rejoindre Michel Polacco qui se trouve en ce moment au siège de la météorologie nationale, et c'est lui, en compagnie des techniciens de la météo, qui va vous dire le temps qu'il va faire le 15 et le 16 août. Alors attention, à vous Michel Polacco. Oui, bien depuis cette salle où arrivent toutes les informations météorologiques, Monsieur Laure Placé, qui est l'un des spécialistes de la météorologie nationale, va nous expliquer d'abord quelle est la situation actuelle, Monsieur Laure Placé. Oui, voici la situation ce matin à 6 heures temps universel. Nous avions les zones assurées qui correspondaient à des zones de mauvais temps et nous voyons que sur notre pays, en général, il faisait beau, sauf les orages qu'il y avait encore dans l'Est, les petites pluies qui se produisaient sur le Val-de-Loire et le temps très nuageux sur le golfe de Gascogne et l'Aquitaine. Et alors à partir de ces informations, comment peut-on définir le temps pour demain samedi d'abord et puis pour dimanche ensuite? Oui, si vous voulez, ce temps, ce matin, c'est déjà du passé pour nous prévisionnistes et ce qui nous intéresse et qui nous inquiète même, c'est cette grosse masse nuageuse qu'il y a sur le centre atlantique. Et comme les cartes d'altitude nous donnent un flux d'ouest en est depuis l'Amérique jusqu'à la France, nous pensons que cette masse nuageuse et ces pluies devraient s'approcher de notre pays au cours des prochaines 48 heures. C'est-à-dire que demain, néanmoins, on pense qu'il fera beau et ce serait plutôt dans la soirée de demain que ça risquerait de se gâter. Oui, alors voilà pour demain, si vous voulez, le temps sur la France, du beau temps en général, quelques ondées ne sont pas encore impossibles, quelques brumes matinales aussi, en particulier dans les vallées, et la zone orageuse qui est ce matin, vous l'avez vu, sur l'est, se décalera en direction du sud-est, nous l'aurons encore près des côtes méditerranéennes et sur la Corse, mais partout ailleurs, ce serait du beau temps, avec le soir sans doute du vent de nord-ouest ou nord qui serait assez fort près de la Méditerranée. Et dimanche? Et vous voyez sur le golfe de Gascogne les nuages abondants et les pluies qui s'approchent, et donc nous amenons dimanche en direction des côtes de l'Atlantique et qui devraient envahir dans la journée de dimanche l'ouest, le nord-ouest et le sud-ouest. Mais alors est-ce que cette perturbation qui s'approche signifie du mauvais temps, vraiment du mauvais temps? Eh bien, en principe, vous savez, une perturbation, ça vit, une perturbation, ça naît, ça meurt, ça change. Donc, il est assez difficile actuellement de vous dire si cette perturbation sera active ou sera peu active. Nous pensons néanmoins qu'elle sera accompagnée de pluies, souvent passagères et peu abondantes, mais aussi quelques orages pourront se produire sur le littoral atlantique dimanche. Donc des risques pour dimanche, samedi en principe assez beau, et les températures? Bien, les températures seront voisines de la normale saisonnière, c'est-à-dire, disons en gros, autour de 24-25 degrés, à peu près partout sur la France. Bien, Monsieur Fessé, je vous remercie. À vous Jean-Pierre Quittard, à vous les studios. Merci Michel Polacco. Voilà donc le point fait pour le temps. Si les responsables de la circulation, je vous l'ai dit, n'ont pas mis en place de plan anti-accident, cela ne doit pas vous empêcher, bien sûr, d'être prudent sur les routes. Pour éviter, par exemple, d'être la victime d'un accident comme celui qui s'est produit hier soir sur la Nationale 7 à Moiry dans la Nièvre, à côté de Nevers. Un accident qui a fait, écoutez bien, 5 morts et 2 blessés graves. Ou comme cet autre, toujours la nuit dernière, mais cette fois dans l'Hérault, sur la route de Lunel, où 3 personnes ont péri carbonisé et 2 autres ont été grièvement blessées. Un autre accident de la route a, vous le savez, endeuillé hier après-midi la famille de M. Chaban-Delmas. La femme du Premier ministre a été victime de l'imprudence d'un conducteur. Les gendarmes de Bayonne ont d'ailleurs lancé hier soir un appel à toutes les personnes pouvant témoigner de cet accident, car les enquêteurs s'efforcent toujours de retrouver le conducteur de l'Ami 6 qui est, semble-t-il, à l'origine de ce drame de la route qui, je vous le rappelle, a coûté la vie à la femme du Premier ministre. Les obsèques de Mme Chaban-Delmas se sont déroulées ce matin à 11h30 à Ouroum, dans les Pyrénées-Atlantiques. Le corps de Mme Jacques Chaban-Delmas sera inhumé provisoirement dans le caveau de la famille Daricot à Saint-Jean-de-Luz, et d'ores et déjà, plusieurs télégrammes de sympathie et de condoléances sont parvenus auprès du Premier ministre. Parmi ceux-ci, je vous en donne 2, un message du président Pompidou et une lettre du général de Gaulle.
Aux États-Unis, un homme s'attaque lui aussi depuis 4 ans au problème de la sécurité automobile. Cet homme, c'est Ralph Nader. Il y a 4 ans, il avait accusé dans un livre qui avait fait grand bruit outre-Atlantique les constructeurs automobiles américains de vendre des voitures ne présentant pas toutes les garanties de sécurité pour les utilisateurs. Et à cette époque, Nader avait gagné, un certain nombre de firmes américaines avaient été obligées de revoir toutes leurs automobiles. Peu de temps après, il s'en était pris à la General Motors, l'accusant d'avoir engagé des détectives pour se renseigner sur sa vie privée afin, le cas échéant, de faire pression sur lui. Eh bien, Ralph Nader a gagné encore une fois, puisque la General Motors, au terme d'un procès qui a donc duré 4 ans, vient de toucher de la part du plus grand constructeur d'automobiles américain la coquette somme de 425 000 $. Cela ne vous dit peut-être rien, ça fait quand même 2 300 000 de nos francs actuels. Un seul titre en politique internationale aujourd'hui, c'est le Moyen-Orient avec bien sûr l'affaire des fusées SAM. Le ministre israélien de la Défense, le général Dayan, a confirmé hier que les Égyptiens avaient violé le cessez-le-feu en installant sur la rive occidentale du canal de Suez, c'est-à-dire la rive égyptienne, des rampes de lancement pour les fusées soviétiques SAM-2 et SAM-3. En fait, il s'agit simplement pour les Égyptiens d'avoir avancé de 20 à 30 km en direction du canal des rampes de lancement qui existaient déjà. Et si le général Dayan a été aussi dur vis-à-vis des Égyptiens, c'est parce qu'il a précisé d'autre part aux journalistes que les Israéliens et les Égyptiens s'étaient engagés avec le cessez-le-feu à ne pas modifier le statu quo militaire qui régnait sur le canal de Suez, un statu quo militaire à ne pas modifier dans un rayon de 50 km de part et d'autre du canal de Suez. Et à cet engagement s'ajoutait le suivant: les Israéliens et les Égyptiens n'introduiraient ou ne construiraient pas de nouvelles installations militaires dans ce secteur. De son côté, le ministre israélien des Affaires étrangères, M. Abba Eban, a déclaré dans une conférence de presse hier après-midi qu'il avait bon espoir, pour sa part, de voir les États-Unis reconnaître cette violation du cessez-le-feu. Toujours est-il que, pour l'instant, les milieux officiels américains maintiennent un silence embarrassé. Les États-Unis, semble-t-il, attendent de nouvelles précisions, de nouvelles preuves pour émettre un avis autorisé dans une affaire, disons-le, assez délicate. Mais il ne semble pas, il faut le dire, à la lecture de toutes les informations qui nous sont parvenues, que ces révélations, que ces informations sur les fusées SAM auront un impact quelconque sur les pourparlers de paix que ça prépare en ce moment à New York M. Yaring, l'envoyé spécial de M. Tank. Toujours en politique internationale, 2 petits télégrammes. Sachez que le Vatican et la Yougoslavie ont décidé de rétablir des relations diplomatiques au niveau des ambassadeurs. Sachez enfin que les États-Unis et l'Union soviétique se sont mis d'accord hier à Vienne, au terme de la 2e phase de leurs négociations sur la limitation des armements stratégiques nucléaires. Eh bien, les États-Unis et l'URSS sont d'accord pour se revoir à Helsinki le 2 novembre prochain. Bien sûr, toujours pour parler de la limitation de ces armements stratégiques. Nous changeons de sujet maintenant avec un livre pour le week-end ou pour les vacances, comme vous voulez, bien qu'il ne soit peut-être pas de saison. Son titre, Un printemps d'Italie, son auteur, Emmanuel Robles, que reçoit pour nous France Nespo. Oui, je vous propose aujourd'hui d'ouvrir ce livre, Un printemps d'Italie. Et sans vouloir moi-même vous raconter l'histoire, je vais demander tout de suite à Emmanuel Robles de nous donner un peu la trame de ce roman. Eh bien, Un printemps d'Italie vous indique déjà et l'époque et le pays, mais peut-être pas la date qui est très précise et importante, 1944 à Rome. Et j'ai imaginé une aventure qui au départ était une aventure réelle d'un de mes amis qui, engagé dans les forces aériennes françaises, a été abattu par la DCA allemande tout près de Rome. Son équipage a été perdu, mais lui a été caché par des paysans. Voilà pour le fait réel. À partir de là, tout est imaginaire. J'ai voulu, dans cette œuvre-là, montrer le portrait d'un garçon pris dans la perspective suivante. Il est prisonnier de Rome, il est caché par des résistants, il est dans un hôtel particulier qui a perdu de son faste, mais enfin il est prisonnier et il n'a qu'un seul dessein, un unique dessein, c'est de retourner à son escadre aérienne en Sardaigne et par conséquent de franchir les lignes. Il est bon de dire tout de suite qu'à cette époque, il y avait des filières pour les aviateurs, car un aviateur est un technicien de la guerre, il est difficile, il faut le préparer, il faut l'instruire, cela coûte beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Finalement, ce garçon-là, pris en charge par des résistants, a des aventures multiples dans sa cachette, et en particulier, il est dans une situation amoureuse, disons, sans être épris vraiment, avec la femme de son hôte. Oui, justement, j'aurais voulu vous demander si vous pouviez nous expliquer un peu ces relations. Est-ce que le fait du désespoir de cette femme qu'il rencontre, cette espèce de relation sur un mode désespéré et assez tendre et généreux à la fois, est-ce que c'est dû, selon vous, à l'atmosphère justement de la guerre de 1940 ?
Non, je pense que cette femme, d'abord telle que je l'ai créée, à partir, comme le font beaucoup de romanciers, à partir de plusieurs personnages réels, cette femme a été dans son enfance très malheureuse, elle avait perdu sa sœur et la mère a reporté toute son affection sur la petite morte et par conséquent l'enfance a été très endolorie pour Sandra, puisqu'elle s'appelle Sandra dans Un printemps d'Italie, et plus tard son adolescence aussi a été très ingrate. Elle a donc consenti à se marier à 18 ans et sans amour, de sorte que jusque-là son destin semble tout gris et d'une seule ligne droite jusqu'à la fin. Elle a de nombreuses aventures, beaucoup plus par des intérêts et des affections, et finalement, dans cette maison, elle s'éprend, et vraiment, et pour elle c'est une sorte d'éclosion, elle s'éprend de ce faux prisonnier, si vous voulez, de cet homme caché dans le palazzo, dans l'hôtel particulier de son mari et de sa belle-mère. Et dès cet instant, eh bien, le désespoir la prend, mais un désespoir beaucoup plus profond, car, somme toute, elle était devenue une sorte de nihiliste, si vous voulez, à cause de cette vie gâchée, de cette adolescence gâchée, et surtout de cette vie sentimentale qui l'éprouvait beaucoup. Et donc, au moment où elle s'éprend de ce garçon, Sainte-Rose, le héros du roman, eh bien, il est trop tard, car lui n'a qu'un unique dessein, je crois déjà l'avoir dit, c'est de franchir les lignes, de retourner au combat, et pour lui, cette femme n'est qu'une sorte de repos du guerrier fort agréable, qui, bien sûr, contente sa sensualité, c'est une belle femme. Il a tout de même un sens assez aigu de l'honneur pour souffrir de tromper sous son toit l'homme qui risque, pour lui, beaucoup, qui risque sa vie, ou à tout le moins sa liberté. Est-ce que vous ne pourriez pas justement, en conclusion, nous dire pourquoi ce titre, Un printemps d'Italie, et s'il n'y a pas une espèce de contradiction entre l'atmosphère de guerre et ce titre qui est quand même plein d'espoir? Oui, en fait, il semble qu'il y ait une contradiction. Un printemps d'Italie se veut double, n'est-ce pas, double titre, c'est le printemps réel. L'action se passe de mars à avril 1944 dans cette Rome désespérée par l'occupation allemande. Mais en même temps, et c'est l'essentiel pour moi, car il ne s'agit ni d'une histoire de guerre, ni d'une histoire de résistance, à vrai dire, mais d'un portrait. Par conséquent, mon dessein était d'abord de créer un portrait psychologique. Il s'agit de l'éclosion chez cet homme d'un nouvel homme. Il y a eu chez lui d'abord une lente germination qui va aboutir à la faveur de ce séjour dans la Rome occupée, de ces multiples aventures, de ces rencontres, de cet amour qui n'en est pas un, de ces amitiés, à l'éclosion de notre homme, et c'est pour lui véritablement un printemps. Eh bien, Emmanuel Robles, je vous remercie pour ce printemps d'Italie. Je rappelle aux éditions du Seuil, donc par Emmanuel Robles. Un fait divers qui s'est déroulé cette nuit à Paris. Un commando gauchiste s'en est pris cette nuit donc à l'hôtel Plaza Athénée, avenue Montaigne, dans le 8e arrondissement. Peinture rouge sur les murs et vitres brisées. La direction estime toutefois que les dégâts sont minimes. Autre fait divers, la fatalité semble-t-il s'acharne sur Bobby Moore, le joueur de football britannique. Il avait été accusé, vous vous en souvenez peut-être, au début de la Coupe du Monde, avant la Coupe du Monde, d'avoir volé un bijou à Bogota. On avait oublié l'affaire, et puis la justice colombienne revient à la charge, puisque c'est aujourd'hui que le tribunal de Bogota doit se prononcer sur la culpabilité de Bobby Moore et décider ou non de son maintien en liberté provisoire. Mais les ennuis de Bobby Moore ne s'arrêtent pas là. Une autre inquiétude pour ce joueur de football britannique, sa femme et ses 2 enfants ont fait l'objet la semaine dernière, il y a quelques jours, d'une menace d'enlèvement. Le point de la situation maintenant avec Jean-François Luciani. 10 000 livres, soit 135 000 francs, c'est la somme que réclame l'auteur d'une lettre anonyme envoyée le 9 août dernier au journal Evening Standard. Si cet argent ne lui est pas versé, il menace donc d'enlever Tina, la femme de Bobby Moore, et ses 2 enfants, Dean et Roberta, que l'on voit ici devant leur maison de Chickwell, dans l'Essex. Rien d'anormal jusqu'à présent n'a été observé aux alentours de la maison de Bobby Moore. Des policiers veillent depuis 3 jours sur la famille du footballeur anglais. Scotland Yard pense cependant que l'auteur de la lettre est un mauvais plaisant. Well, we've been trying to move as per normal, but as you can well imagine, we've had people with us the whole time, but I must say they've been very, very kind. Décidément, les sportifs ont beaucoup d'ennuis. Patrick Chapuis n'a pas eu de menace d'enlèvement, mais il a perdu sa moto. On lui a volé sa moto cette nuit. Oui, on m'a volé ma moto et j'aimerais donner ce numéro car j'espère pouvoir la récupérer. C'est une 125 Honda, numéro 6634 WW34. Si vous l'avez vu, je serais fort heureux d'avoir des renseignements. Je suis sûr que le voleur aura une mauvaise conscience, d'ailleurs, après cet appel. J'espère pour lui et j'espère pour moi la retrouver.
De la moto, nous passerons à la bicyclette avec les championnats du monde à Leicester, toujours. Ils étaient quatre frères qui faisaient beaucoup parler d'eux, qui remportaient tous les titres, les frères Peterson, suédois. Depuis, ils sont passés professionnels et leur titre était vacant. Hier soir, le titre de 100 km de poursuite, il a été remporté par les soviétiques, que nous allons voir maintenant, remporter ce titre avec beaucoup de vigueur, une vigueur toute soviétique, derrière les Italiens, devant les Italiens. Voici les Italiens, ils avaient fait jeu égal avec les Soviétiques jusqu'aux 25 km, mais finalement ils terminaient quatrième, car les Soviétiques que voici étaient nettement plus forts, ils furent surtout irrésistibles en fin de parcours. Nous vous présentons M. Sokolov, M. Mikhailov, M. Choukov et Yardi, que vous reconnaîtrez à son petit chapeau blanc. Ils forment une équipe très jeune, très athlétique. Ils s'étaient spécialement entraînés ensemble pendant 6 mois sur une autoroute presque identique à celle choisie pour ce championnat et qui était située à 8 km au nord de Leicester. Ce parcours offrait une surface très roulante, les moyennes furent très rapides, poussant d'énormes développements, 7,82 m, les Russes ont gagné dans les 20 derniers kilomètres lorsqu'ils réussirent à reprendre 30 secondes aux Tchèques qui occupaient jusqu'alors la première place. Donc, premiers les Russes à 45 et 351 km/h de moyenne, devant les Tchèques et les Hollandais, les Italiens sont 4e, les Français, eux, terminent 9e à 3 minutes et 26 secondes. Mais Robert Houbron, l'entraîneur des Français, estime que notre équipe aurait pu finir dans les 5 premières si le Châtelier n'avait pas été victime d'une crevaison. En tennis, à Düsseldorf, cet après-midi commence la finale interzone de Coupe Davis entre l'Espagne et l'Allemagne de l'Ouest. Une fois de plus, c'est dans la raquette magique de Manuel Santana que sera le sort de ce match. Le vainqueur de ce match, je vous le rappelle, rencontrera les États-Unis en finale. Autre match où les États-Unis sont les tenants. Il s'agit d'un match de yachting à voile, peut-être la plus grande régate au monde de yachting à voile, la Coupe de l'Amérique. Pour la première fois, vous savez, la France est engagée. À partir du 21 août, en effet, la France va rencontrer l'Australie dans cette régate au sommet. Je vous propose maintenant de revivre un résumé en 2 minutes de ce que furent ces batailles navales depuis 1851. Voici le dernier match entre Dempetty, le voilier australien, et Intrépide, le représentant américain, qui va l'emporter. Mais voici Thomas Lipton, Sir Thomas Lipton. Sa fortune lui venait de l'habitude anglaise de la Cup of Tea. Ces images datent du début du siècle. Entre 1899 et 1920, en effet, Sir Thomas Lipton, par 5 fois, tenta de conquérir la Cup. Ces bateaux, baptisés Shamrock, étaient de gigantesques machines à voile qui faisaient peur à leurs marins. Ces marins étaient pourtant des professionnels, habitués aux pires tempêtes, mais quand le mât tombait dans un coup de vent, cela faisait de tels ravages sur le pont qu'il y avait souvent plusieurs morts. Cette coupe de l'America est une très vieille aiguière en argent. Elle n'a aucune valeur propre, elle n'a même pas de fond. Les vainqueurs ne peuvent même pas y boire le champagne, mais elle fait tourner la tête des hommes depuis maintenant 120 ans. Les hommes les plus riches du monde s'y sont intéressés, et ce n'est pas par hasard, voici cette cup, vous voyez, c'est un objet assez ordinaire, ce n'est pas par hasard si le baron Bic, empereur du stylo à billes, n'a pas pu lui non plus résister en lançant le premier défi français. Un défi qui lui coûte assez cher, environ 2 milliards d'anciens francs. Les Anglais sont déjà venus 19 fois à Newport, sur ce plan d'eau situé à 500 km de New York, au cœur de la Nouvelle-Angleterre, mais cette fois ils ont renoncé, tout comme les Grecs qui s'étaient mis sur les rangs. Il ne reste donc plus que l'Australie et la France pour les éliminatoires. Elles seront disputées à partir du 21 août sur un parcours de 23 000 nautiques, ce qui représente 42 km. Le vainqueur sera le premier bateau qui aura battu 4 fois son adversaire. Les bateaux utilisés, que vous voyez ici, s'appellent des 12 mètres jauge internationale, mais ils mesurent 20 mètres de long. 11 hommes sont à leur bord pour les manœuvrer, 11 hommes qui ont chacun un rôle bien défini, exactement comme les 11 joueurs d'une équipe de football. Gretel II défendra les chances australiennes contre France, que voici, le bateau français. 650 envoyés spéciaux venus du monde entier sont attendus pour suivre cette fantastique régate. On parle de Tabarly à la barre, mais ce n'est pas très sérieux, car Tabarly est plutôt un barreur de course croisière. On parle surtout d'un monsieur de 67 ans qui s'appelle Noveraz, qui aura sans doute la tâche très difficile de mener ce bateau. Pas d'autres nouvelles sportives? Non, pas d'autres. Bien. France Guérité, nous ouvrons la rubrique magazine de ce journal avec des chevaux à Deauville, je crois. Oui, on avait déjà découvert les bienfaits de la thalassothérapie pour les humains. Voici que ces soins sont désormais appliqués aux chevaux. La technique en semble très perfectionnée, comme vous allez pouvoir le constater dans ce reportage de Daniel Casal.
Puisque l'homme suit parfois un traitement de cheval, pourquoi le cheval ne suivrait-il pas à son tour un traitement réservé à l'homme? C'est ce raisonnement qui a conduit un vétérinaire de Deauville, le docteur Perrin, à appliquer au cheval la thalassothérapie. Les footballeurs qui sont venus à Deauville se faire masser et utiliser les appareils de physiothérapie de Deauville ont énormément apprécié cet appareil du professeur Loiseau. Les indications sont encore plus importantes après des cicatrices et des efforts. Le cheval a des membres qui lui sont très précieux et il y a souvent des accidents sur les membres, que ce soit les os, les ligaments, les tendons ou les muscles ou la peau, et il arrive souvent des boiteries parfois rebelles après des accidents de course ou après des accidents d'entraînement ou après une fatigue ou un effort. Seulement, comme le cheval ne peut aller à la plage sans risquer d'importuner les estivants, c'est la mère qui doit aller au cheval. Voilà pourquoi cette citerne fait le plein avant de se rendre au centre équestre proche de Deauville, où l'on pratique la thalassothérapie. C'est une innovation dont se réjouissent les éleveurs qui ont toujours pu constater qu'une baignade en eau de mer avait pour effet de mettre le cheval en condition. Pas besoin de piscine, le docteur Perrin a mis au point un box étanche. L'eau de mer que l'on y déverse est légèrement réchauffée. Il ne reste plus au cheval qu'à entrer dans sa baignoire comme un autre prendrait place dans un vent. Mais ici, le verrouillage de ce panneau assure une étanchéité parfaite. Le bain dure environ un quart d'heure. Selon la nature des soins à donner, on peut plonger dans l'eau différents appareils qui viendront parfaire le traitement. Un traitement dont nous ne tarderons pas à constater les effets lors des prochains tiercés, par exemple. Eh bien, voilà, tout de même, souhaitons-le, qui rendra peut-être imbattables ces chevaux. Le blé, lui, est battu un peu partout en France. Le mois d'août, c'est le temps de la moisson. Cette moisson a-t-elle été bonne? Vous allez peut-être le découvrir au cours de ce reportage de notre station d'Amiens. Août, mois de repos pour les uns, mois de labeur pour les autres, les agriculteurs notamment. Les silos se remplissent, dans les champs, c'est la moisson. Des cris d'alarme, cependant, nous sont parvenus sur l'abondance même de cette moisson 70. Serait-elle mauvaise? Pour en savoir davantage, nous avons mené l'enquête dans le Santerre, puis sur le plateau Picard. Nous estimons le rendement à 40 quintaux, une différence de 10 quintaux envers l'année dernière. Mais néanmoins, par rapport aux autres régions, vous seriez plutôt privilégié. Oui. Cela tient à quoi? Bah, la sécheresse du mois de juin, certainement. Hein. Et en plus de ça, on a eu un petit sidomie. Au point de vue orge. Orge, j'ai fait de la mamie à 35 quintaux. Alors, une différence de 10 quintaux envers l'année dernière. Et après, j'ai fait de la délita, orge de brasserie, qui m'a fait 40 quintaux. Encore une différence de 10 quintaux envers l'année dernière. Au point de vue quantité, au point de vue qualité. C'est valable. En orge, c'est pas satisfaisant du tout. En blé, ça va. Cette année, nous avons un rendement de 32-33 quintaux à l'hectare, que l'année dernière, nous faisions 48 à 49 quintaux. C'est-à-dire que l'orge, quand le coup de chaleur est venu, il était en lait. Le grain était en lait. Alors que le blé était déjà en état de mûrissement. L'orge, cette année, pour moi, nous l'avons semé trop tôt. Nous semons toujours fin février, début mars, et cette année, ça a été une erreur. Mais néanmoins, cette mauvaise récolte est imputable aux conditions atmosphériques. Ah oui, totalement. Tout vient de là, quoi, parce que nous avons mis les mêmes engrais, quoi, que l'année dernière. Il n'y a que le climat, c'est lui qui l'a voulu, quoi, c'est tout. La rubrique philatélique à présent, elle se fait l'écho de l'actualité avec les championnats de France de parachutisme. Jacqueline Cora en profite pour retracer l'histoire du parachutisme en France. Donc
collection, profitez des vacances pour prendre connaissance du bulletin numéro 15 de la Société internationale d'histoire postale qui vous propose... Bien, il y a un problème technique, la régie vient de m'en apercevoir. On va abandonner les timbres et on va parler maintenant, je crois, de mode d'automne avec Isis Lamy. Eh bien, nous enchaînons donc avec la mode. Eh bien, je vais en profiter pour vous donner quelques indications au sujet des couleurs qui seront portées cet hiver, cela peut vous intéresser. Sachez que le marron vient en tête pour la mode cet hiver, suivi de très près par les tons bois de rose, prune, violet. Quant au lainage, ils sont pour 30% imprimés de dessins. Pour ce qui est des autres caractéristiques, je vous propose de suivre une courte séquence d'Isis Lamy qui vous présente quelques modèles de prêt-à-porter. Mode jeune et décontractée pour l'automne et l'hiver prochain. En jersey pour le jour, elle offre des pantacourts qui s'arrêtent sous le genou, des pantagolfs qui se glissent dans la botte à la russe. Souvent imprimé, prince de Galles écossais ou pied de poule, le pantalon se porte avec poule, écharpe et casquette assortie et unie. Jupe midi, ourlet écossais et plissé pour un tailleur à petite veste cintrée. La jupe culotte, elle, reste unie. Jupe de chalet, gros tissage noir, blanc rouille sur poule noire. Combinaison pantalon imprimé sur poule rouge comme la casquette. De la fantaisie avec les longs gilets et les manteaux bordés de franges, se portant sur maxi-jupe ou pantalon. En gros tweed beige, celui-ci à brandebourg sur une combinaison pantalon marron. Jupe écossaise et tunique de laine à franges, rouge comme l'écharpe et la casquette. Pour le soir, des velours unis et frappés, des crêpes, des brochets, des broderies, des galons et des franges. D'inspiration orientale, gilets et boléros se portent sur des jupes maxi ou des pantalons bouffants. Rejoignons à présent Gérard Vidalanche à la Bourse de Paris.